Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode du FacFac tourné aujourd'hui vers les assurances-vie, gros pilier du patrimoine des Français. On va regarder un petit peu le fonctionnement d'une assurance-vie, qu'est-ce que c'est, la fiscalité, et notamment la fiscalité en cas de décès de l'assuré. Et puis on conclura avec quelques points d'attention, puis je vous donnerai un petit peu mon avis sur le sujet. L'assurance vie, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat d'assurance, comme son nom l'indique, qui va permettre de capitaliser à travers de versements pour avoir un capital d'essai qui va s'accumuler dans ce contrat. Ce contrat, comment il est alimenté? Il peut être alimenté soit par des versements libres. J'ouvre un contrat et puis je décide de verser 10 000 € dessus et puis je vais faire des versements réguliers ou pas, où je le laisse travailler. Ou des versements programmés, ça peut aussi être un outil qui nous permet de mettre régulièrement de côté de l'épargne. C'est un super outil pour épargner, pour capitaliser. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce contrat? Ce contrat, il a deux poches en réalité. Il a une poche qu'on va appeler fonds euros et il a une poche qu'on appelle unité de compte. Deux poches différentes, même très différentes. Le fonds euro, on va dire que c'est une partie du contrat dans lequel vous allez allouer une partie de l'argent que vous y mettez, qui est garantie et qui offre une rémunération plutôt faible, mais certaine, et qui sera déterminée en général par l'assureur en début d'année. Pour l'année précédente, donc là en ce moment on est entre 3 et 4% aujourd'hui sur les fonds euros. Sur les unités de compte, alors là c'est très large et très vaste. Les unités de compte, on va pouvoir y loger un certain nombre de supports d'investissement diversifiés. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être du fonds action, ça peut être du fonds obligataire, ça peut être du monétaire qui va ressembler un petit peu au fonds euro. Là c'est on va dire, choix important, je vais l'appeler comme ça. Derrière, en fait, l'assureur chez qui vous avez ouvert votre contrat d'assurance vie, si vous décidez de flécher une partie de vos unités de compte sur le fonds action de X société de gestion, Amundi, Lyxor, peu importe, vous choisissez d'investir en action, et bien l'assureur il va répliquer votre choix derrière. Donc lui il va vous dire, voilà, dans votre contrat d'assurance vie, il y a un fonds action Amundi, et donc lui va aller acheter le fonds Amundi derrière pour votre compte. Voilà, le fonctionnement, deux poches distinctes, et vous allez pouvoir arbitrer en fonction de ce que vous voulez faire entre ces deux poches. Donc ici, garantie, et ici, plutôt plus dynamique. L'objectif, c'est d'aller chercher un peu de rendement dans cette partie-là. Mais tout ça dans le même contrat. Les façons de sortir de ce contrat. Alors le principe général, c'est que c'est un contrat d'assurance vie et donc ça se dénoue au moment du décès de l'assuré. Donc le cas, on va dire classique, c'est le décès, mais c'est tout aussi classique de voir des rachats partiels ou totaux de ces contrats d'assurance vie, donc c'est-à-dire que j'ai ouvert un contrat mais je vais en récupérer une partie, etc. Donc ça c'est tout à fait possible. Et puis il peut y avoir des rachats, alors c'est pas tout à fait un rachat, mais par rente, qui peuvent être viagères, donc qui vont durer tout le temps que vous êtes vivant, ou à durée déterminée. Voilà, tout ça c'est possible et c'est à voir avec l'assureur. Le cas principal, je dirais, le fonctionnement principal à l'origine de cet outil, c'est que ce soit au décès. Mais c'est, comme je vous l'ai dit, aussi un outil qui sert à épargner, à investir, à placer son argent. Et donc on peut imaginer aussi tout à fait faire des rachats partiels. Ou à un moment donné se dire, je veux clôturer mon contrat et je veux que l'assureur, en contrepartie de la clôture de ce contrat, me verse une rente. Donc il va vous faire une proposition en fonction de votre âge, votre espérance de vie. Et puis, s'il y a un système de réversion avec votre conjoint, etc., il va vous faire une proposition de rente. Vous abandonnez le montant et il vous verse une rente en contrepartie.
Voilà, donc on a vu les grands principes autour de l'assurance vie, comment ça fonctionne. On va assez vite aller regarder la fiscalité. Ça, c'est un point très important. On va d'abord regarder la fiscalité en cas de rachat. Je vous dirai un petit mot aussi sur la partie rente également. Fiscalité sur les rachats. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assurance vie, il y a une volonté, a priori en tout cas, du législateur, de faire en sorte que ce soit une épargne assez longue pour permettre, notamment aux assureurs derrière, d'aller acheter de la dette française et de la dette des États européens de manière générale, et donc que ce soit un levier de sources de financement assez pérenne. Donc il y a une fiscalité qui n'est pas spécialement avantageuse avant 8 ans, et à partir de 8 ans, il y a une fiscalité qui s'assouplit un petit peu, et on va le regarder. Avant 8 ans, qu'est-ce qui se passe? Je veux racheter mon contrat d'assurance vie, partiellement ou totalement. Je vais avoir une fiscalité tout à fait classique, de fiscalité en matière de valeur mobilière. C'est que je vais avoir un choix, soit de me faire imposer à hauteur de ma tranche marginale à l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Bon, ce choix-là, en réalité, il est assez peu choisi. Il peut y avoir des cas où on le choisit, mais soit on est dans une tranche assez basse, soit pour d'autres raisons, pour des raisons de récupération de CSG par exemple, on peut éventuellement faire ce choix-là. Mais en général, on va plutôt choisir ce qu'on appelle le PFU, ou la flat tax à 30%. Donc en général, on va rester là-dessus. Avant 8 ans, la quote-part de plus-value de mon contrat, uniquement la quote-part de plus-value, va être taxée à hauteur de 30% au moment où je vends. Pour précision, c'est 12,8 au titre de l'impôt sur le revenu, plus 17,2 au titre des prélèvements sociaux, on en a déjà parlé, mais voilà le fonctionnement du PFU. Après 8 ans, qu'est-ce qui se passe? À partir de la 8e année, deux solutions existent. Soit vous avez des contrats d'assurance vie qui globalement sont inférieurs à 150 000 € de primes versées, et à ce moment-là, le PFU baisse, on passe à 7,5 plus 17,2%. Soit vous bénéficiez d'un abattement pour les personnes seules de 4 600 € par an ou 9 200 pour un couple, d'abattement sur la plus-value que vous générez. Donc ça veut dire que chaque année, quand vous retirez de l'argent de votre contrat d'assurance vie, si vous avez moins de 4 600 € de quote-part de plus-value, il faut y aller déjà pour avoir 4 600, parce que je vous rappelle tout à l'heure, je vous ai dit, le fonds euro il est entre 3 et 4%. Pour avoir 4 600 € de plus-value, ça veut dire que vous avez un contrat d'assurance qui est déjà à plus de 100 000 €. Donc il faut faire un rachat de plus de 100 000 € pour être concerné par ces 4 600 € d'abattement. Donc ça vous permet en tout cas, à partir de la 8e année, de pouvoir commencer à retirer éventuellement progressivement si vous en avez besoin, avec une fiscalité qui est super avantageuse puisque vous avez cet abattement et donc vous n'avez absolument pas d'imposition sur la quote-part de plus-value que vous générez. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est pour la fiscalité en cas de rachat, partiel ou total. Tout ce qui est au-delà, on retombe dans le fameux PFU. Et on retombe éventuellement sur ce chiffre-là si vous avez un contrat d'assurance vie qui est petit, enfin des contrats, parce que ça s'étudie pour tous les contrats au global détenus par le foyer. Et puis, donc ça, fiscalité du rachat. Fiscalité de la rente, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça dépend de l'âge de l'assuré. Plus il le fait tard, plus il demande sa rente tardivement, moins il est imposé sur la rente, sachant que là, il est imposé sur la rente complète et non pas sur uniquement la quote-part de plus-value. Donc au-delà de 70 ans, dans mes souvenirs, c'est 30%. Il n'y a que 30% de la part de rente qui est fiscalisée. On a abordé la fiscalité sur les rachats et les rentes. On va regarder la fiscalité, le fonctionnement surtout d'un contrat d'assurance vie au moment du décès de l'assuré. Ça, c'est vraiment important et c'est là que le contrat est vraiment très très intéressant. Cas du décès, donc c'est jamais dans des moments très rigolos, mais ça se prévoit et on va voir que c'est intéressant de penser assurance vie quand on veut penser transmission.
Alors là aussi, il y a un avant et un après une certaine date. Il y a surtout un avant et après 70 ans. On va parler de avant 70 ans. Donc là, je vais parler de toutes les primes. Donc quand on verse sur un contrat d'assurance, je ne l'ai pas dit avant, mais on appelle ça une prime. Quand je verse avant 70 ans, je rentre dans une catégorie fiscale qui est très avantageuse puisque l'ensemble des primes qui sont versées avant 70 ans, au moment du décès de l'assuré, la première chose, c'est que c'est hors succession. Ça, c'est très important. C'est hors succession, donc ça ne va pas rentrer dans la succession du défunt. Tout l'argent et toutes les primes et les intérêts et plus-values qui ont été générés par ces primes-là vont être directement versés aux bénéficiaires désignés dans le contrat. Voilà. Dans un contrat d'assurance vie, on désigne des bénéficiaires. Alors, dans la plupart des contrats d'assurance vie, quand on n'y fait pas attention, ça va être indiqué que les bénéficiaires sont les héritiers de l'assuré. Mais on peut mettre absolument qui on veut comme bénéficiaire. Et on peut même imaginer, alors ça se fait désormais un peu plus, de faire des clauses bénéficiaires qu'on appelle démembrées, c'est-à-dire qu'il y ait un bénéficiaire de la nue propriété du contrat et un bénéficiaire de l'usufruit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me passer un coup de fil. Donc, ce sont les bénéficiaires qui vont toucher l'argent. Ça, c'est très important à comprendre et avantage fiscal très important. Pour les primes versées avant 70 ans, on a le fameux article 990I du CGI. Alors, il est assez connu parce qu'on l'utilise beaucoup quand on fait du conseil patrimonial. Et c'est pour ça que je vous le cite, c'est pas pour faire le kéké. Il y a un abattement très important à connaître, c'est qu'il y a un abattement de 152 500 € par couple assuré bénéficiaire. Ça veut dire que vous faites 50 assurances vie de 152 500 € avec des bénéficiaires différents à chaque fois, vous aurez un abattement de 152 500 € à chaque fois. Ça, c'est hyper intéressant parce que, c'est hors succession. Donc, vous pouvez avoir une partie de votre patrimoine fléchée à qui vous voulez, pas forcément vos héritiers, mais ça peut être vos héritiers, évidemment. Voilà. Et vous avez un abattement qui est très fort, qui fait que ce n'est pas soumis au droit de succession. Et au-delà de 152 500 €, c'est 20% pour les 700 000 € qui viennent après et 31,25% ensuite. Donc même la quote-part entre 152 500 et 852 500, vous n'avez que 20% entre guillemets de droits à payer, donc c'est relativement faible. Donc l'assurance vie, pour toutes les primes versées avant 70 ans, super outil de transmission. Et ça s'applique par couple d'assurés, donc ça c'est hyper intéressant. Après 70 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc on parle uniquement des primes versées, c'est pas l'âge de décès qui compte, c'est l'âge au moment du versement des primes. Là on est avant 70 ans, là on est après 70 ans. Après 70 ans, on n'est pas sur le même article, on est sur le 757B du CGI toujours. Et là, on va partir du principe que les primes versées, là, font partie de la succession. Et l'abattement, il n'est plus du tout de 152 500, mais il est de 30 500 €. 32 500, je ne sais plus, enfin c'est à peu près 30 000, voilà, c'est ça. Donc j'ai 30 500 € d'abattement pour tous mes bénéficiaires. Là, c'est plus un couple directement assuré bénéficiaire. J'ai fait 4 assurances vie, je n'ai que 30 500 € d'abattement pour tout le monde à répartir entre tout le monde. Et tout ce qui arrive en plus, c'est soumis au droit de succession classique, en fonction du rang, en fonction de qui est le bénéficiaire. Donc si c'est un tiers, par exemple, c'est 60% de droit de succession. Donc voilà, on voit bien l'intérêt fort de l'assurance vie, au-delà d'être un super outil d'épargne, etc., de capitalisation. C'est un outil qui, en termes de fiscalité au moment du décès, est très intéressant, à la fois en termes de montant et à la fois en termes de fléchage des montants vers des bénéficiaires qu'on aurait choisis.
Voilà, on arrive au bout de cet épisode. Donc conclusion, j'en viens, hein, c'est la fiscalité avantageuse du contrat, très intéressant. Pas de fiscalité, je ne l'ai pas dit, hein, mais entre les conjoints et les partenaires de Pacs, hein, ça c'est classique. Abattement, etc. Ça fait un outil de transmission qui est très intéressant. Attention à quelques éléments, j'en ai pas trop parlé dans cet épisode, mais l'assurance vie, ça a un coût qui dépend de l'intermédiaire avec lequel vous travaillez. Que vous travaillez avec une banque, avec un conseiller patrimonial, il y aura des coûts. Il y a des coûts liés à la souscription, donc qui peuvent aller de 0 à 4% en général. Donc ça, c'est au moment où vous souscrivez à l'assurance vie. Puis ensuite, vous avez des frais de gestion de l'enveloppe d'assurance vie qui vont entre 0,5 et 1% du montant des actifs que vous avez dans le contrat. Après, vous pouvez avoir des frais d'arbitrage aussi, attention à ça. Quand vous changez d'unité de compte, par exemple dans votre contrat, vous passez d'un l'un à l'autre, vous pouvez avoir des frais d'arbitrage. Pas de frais de sortie en revanche. Voilà, donc il faut faire attention aux frais. Il faut faire attention là, avec le système dont je vous ai parlé sur la transmission. Il y a des cas de jurisprudence sur des primes exagérées, des primes trop importantes, puisque vous l'avez compris, c'est hors succession, donc il y a un avantage quand même assez intéressant. Bon, ça a une limite, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas mettre 100% de son patrimoine en assurance vie à un bénéficiaire tiers que personne ne connaît. Voilà, ça typiquement, ça peut être qualifié. Voilà, donc les deux points d'attention, c'est les frais, très attention aux frais. Parce qu'un contrat d'assurance vie, ça peut ne pas être performant si c'est mal géré ou si les frais qui sont sur les supports que vous choisissez sont importants. Et puis voilà, quelques éléments d'attention sur le fonctionnement de la clause bénéficiaire notamment. Voilà, si vous voulez en parler, évidemment, on est à votre disposition. On pourra en reparler plus longuement et vous accompagner si ça vous intéresse sur ces sujets-là. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.